Flingueur. L'actu économique sans langue de bois. Bonjour à tous et bienvenue sur RDE, ravi de vous retrouver pour les Patrons Flingueurs, émission où on parle et on débat de l'actualité économique. Et sachez que vous pouvez toujours réagir et interpeller nos invités en direct via vos commentaires sur le www.laradiodesentreprise.com. Pour cette émission des Patrons Flingueurs, eh bien, je reçois Simon Robic, dirigeant et fondateur de la start-up nantaise Bringr. Bringr, on va rappeler que c'est une société qui permet aux entreprises de surveiller ou en tout cas d'analyser ce que l'on peut dire d'elle sur les réseaux sociaux. Bonjour Simon. Bonjour. Deuxième patron flingueur du jour, c'est un patron syndicaliste en l'occurrence, c'est Sébastien Alix, président de la CFTC de Loire-Atlantique. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous et à toutes. Troisième patron flingueur du jour, c'est Guillaume Quéroux, président du Club des entrepreneurs qui regroupe plus de 18 000 membres dans le but de promouvoir l'esprit d'entreprendre et de faire grandir les entreprises. Et Guillaume Quéroux, vous dirigez également la société de portage salarial Didaxis qui emploie 5000 experts et consultants. Bonjour Guillaume Quéroux. Bonjour à tous. J'ai cru qu'on vous avait perdu, je suis rassuré. Eh bien, on va pouvoir débuter cette émission. Deux thèmes aujourd'hui. On va parler d'Apple et également du rythme des réformes en France, un rythme que patronat et syndicats semblent ralentir, en tout cas sur certains dossiers. Premier thème des patrons flingueurs, je vous le disais, on va parler d'Apple. Si vous étiez sur une autre planète lors des 48 dernières heures, eh bien, Apple a présenté son dernier iPhone, l'iPhone 6, en deux versions, des téléphones qui font tout, comme d'habitude, sauf leur passage et quelque chose comme ça, et qui sont également équipés cette fois de solutions pour le paiement mobile, une petite révolution en la matière, une sorte de porte-monnaie électronique, on va appeler ça comme ça pour synthétiser. L'iPhone 6, son prix peut monter jusqu'à près de 1000 €, très très haut de gamme, donc ce nouveau modèle. Et puis on sait en fait que ce sera déjà quasiment un succès planétaire pour la plus grosse capitalisation boursière au monde. Comment les uns et les autres vous regardez ce phénomène Apple, puisque c'est devenu un phénomène de société, plus seulement un phénomène économique, une boîte qui va vendre finalement un iPhone près de 1000 € à des gens qui se serrent la ceinture tout au long de l'année. Comment vous voyez ça, cette force d'une marque comme ça qui est devenue plus qu'une marque aujourd'hui? Je vais me tourner vers vous Simon, vous êtes la caution geek de l'émission aujourd'hui, j'ai envie de dire. C'est un succès, je pense, quoi. Ça, pour beaucoup d'entrepreneurs, ça fait rêver. Alors il y a des choix effectivement qu'on n'aurait pas tous fait de la même façon, mais après tout, ils sont payants effectivement. Plus grosse capitalisation, des succès sur chacun des lancements de leurs produits. Voilà, vous faites partie de ceux qui attendaient ça à chaque fois, la nouvelle version, l'iPhone, non, parce l'événement. J'attends pas ça effectivement comme un événement annuel, mais c'est toujours intéressant de voir ce que cette entreprise va nous proposer, sachant qu'il y a beaucoup d'autres fabricants du secteur qui très souvent décident de suivre les tendances un peu lancées par Apple. Apple est jamais révolutionnaire sur la technologie. Finalement, il y a pas de grandes inventions qui sont sorties de chez Apple, mais ils sont souvent les meilleurs sur les usages et sur l'utilisation de cette technologie. Le multi-touch, donc la possibilité d'utiliser les écrans tactiles, c'est pas eux qui l'ont inventé. Les paiements sans contact qu'ils viennent de démocratiser, c'est pas eux qui les ont inventés. Par contre, ils le font d'une façon simple, agréable à utiliser, et ils arrivent finalement à faire qu'énormément de gens s'en servent et que d'autres fabricants les imitent en fait derrière. Donc c'est ça qui est intéressant dans ces événements, ça nous donne un peu le tempo pour l'année en tout cas à venir, et peut-être même les 2-3 ans sur le système de paiement, parce que les autres vont sans doute reproduire ça, quoi. Guillaume Quéroux, Apple d'un point de vue marketing mais aussi technologique, on commençait à en parler, c'est la boîte qui fait rêver tous les entrepreneurs du monde. Vous êtes admiratif par exemple de ce qui a pu devenir Apple au-delà de la marque? Moi, je suis admiratif. Maintenant, la question que je me pose comme entrepreneur français, c'est comment on fait émerger en France des leaders mondiaux dans les technologies. Comment on fait émerger en France des pépites. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore se poser la question pour ce secteur-là d'activité? Maintenant, est-ce qu'on peut se demander si ce secteur-là, on peut encore faire un Apple français? La France est quand même à la pointe dans le domaine de la recherche et développement et de l'innovation. Je pense qu'on a, en termes de technologie, toute l'infrastructure aussi pour faire émerger des leaders mondiaux. Maintenant, quand on voit que des sociétés innovantes
sur d'autres marchés tels que Criteo s'introduisent en bourse à New York, c'est vrai que ça laisse dubitatif sur un certain nombre de sujets qu'on va peut-être aborder effectivement dans la deuxième partie. Mais la France n'est plus, malheureusement, en tout cas aujourd'hui, le terreau idéal pour faire émerger ce type de grande entreprise technologique. Et il faut en tout cas réformer profondément et prendre les mesures pour qu'en tout cas ça puisse se faire, que toutes ces pépites et ces talents puissent émerger ailleurs qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays émergents. En France, aujourd'hui, ça devient très très compliqué d'obtenir ce type de résultats. Cette grande entreprise qui a su traverser un certain nombre de périodes avec des hauts et des bas, mais en France, en tout cas aujourd'hui, c'est compliqué. Je prends ce commentaire de Shark qui va pouvoir nous permettre d'avancer dans la discussion. Shark qui nous dit Apple, belle réussite industrielle qui profite, 3 petits points, à la Chine. Est-ce que vous êtes d'accord? On parlait du prix d'un iPhone. Ça profite à la Chine. Disons 1000 euros. Les Chinois dans les entreprises. Faut pas oublier que les conditions de travail des Chinois chez Apple. On va y revenir. Est-ce que ça profite seulement à la Chine? 1000 euros, vous payez 20% de TVA. Ça payer 1000 euros pour un téléphone, je vous le dis clairement. Moi, j'ai un téléphone tout simple. Est-ce que c'est un raccourci de dire ça? Il y a 20% de TVA qui vont dans la poche de l'État. Steve Jobs a été très fort. Il a inventé un produit dont on ne peut plus se passer. Voilà, et qui n'est pas utile au départ. Avant, on avait des cabines téléphoniques, et puis voilà. Je rigole, je fais un peu d'humour, je suis un peu... Être caustique aujourd'hui. Caustique, oui, parce que je vois des pays comme Israël, que je connais très très bien, parce que j'y vais assez souvent. Quand je vois la Silicon Valley israélienne qui travaille, et je vois qu'en France, on est à la ramasse. On est vraiment à la ramasse. On a des ingénieurs, on a des penseurs, ils se barrent tous. Ils partent tous. Actuellement... Donc c'est un peu facile de dire que ça profite qu'à la Chine, alors que nous-mêmes, on n'est pas capable ils partent tous. Waze, vous connaissez Waze. C'est israélien au départ. Ça a été vendu. Les chercheurs israéliens, les cerveaux israéliens ont 25, 26 ans, 27 ans. Ils restent en Israël, ils bossent là-bas. Vous allez sur Herzliya, qui est au nord de Tel Aviv, vous avez la high-tech qui émerge. Alors ça part dans le militaire au départ et après ça va dans le civil. Mais les ingénieurs français, on en a des très très bons. Ils partent où actuellement les jeunes français? Ça fera partie de la deuxième partie. Ils partent sur les États-Unis, l'Australie, les pays émergents, ils restent pas chez nous. Pourquoi? Alors ils partent pas tous quand même. Non, mais le problème c'est que on a des structures en France où on a malheureusement l'impossibilité actuellement de se dire je vais rester, créer de l'emploi et innover pour qu'on puisse faire du made in France. Voilà. Actuellement, Apple, c'est américain, Samsung, c'est coréen. À quand un grand groupe de téléphonie français qui vend un téléphone français qui fasse les mêmes choses? Alors vous posez quasiment la même question que Guillaume Quérault. Simon Robic, vous souhaitiez rebondir, puis je vais me tourner ensuite vers Guillaume Quérault. Moi, je souhaite pas qu'on ait forcément un fabricant de téléphone français. Pourquoi faire? Parce qu'il y en a déjà des étrangers qui le font très bien. La place est quand même légèrement prise maintenant. La place est prise et on a des groupes français qui réussissent très bien à l'international. On parlait de Criteo à l'instant, c'est un bel exemple, et on en a plein d'autres dans la médecine, dans tout ça. L'innovation technologique et numérique, ce n'est pas que du produit pour le grand public, c'est aussi beaucoup d'autres choses. On a Orange, c'est un très grand succès international sur de l'infrastructure, sur le numérique. C'est vrai que par contre, ce qui est dans les usages, on est assez bon pour les freiner en France. Si on prend un autre exemple, Uber. Ça veut dire quoi? On est très technique, mais... Ouais, alors oui, on a des belles réussites internationales sur le technique, sur les tuyaux. Orange, c'est un très bon exemple. Uber, qui est en gros un concurrent des taxis qui permet de réserver des voitures facilement depuis son téléphone portable. Il faut savoir que ça a été imaginé à Paris. Le fondateur d'Uber n'arrivait pas à avoir un taxi un soir de décembre où il neigeait à Paris et il s'est dit c'est pas possible, je vais monter une entreprise pour essayer de résoudre ce problème. Aujourd'hui, Uber est bloqué en France parce que ça remet en cause le monopole des taxis, et ça, on est très fort pour faire ça alors qu'il y a une vraie innovation. Là, pour le coup, dans l'usage, parce qu'il n'y a pas d'innovation technologique dans cette entreprise-là, et ben on bloque parce que, soi-disant, ça met en danger des gens. Donc là, on est très fort pour ça, et c'est probablement une des causes qui fait qu'on n'arrive pas à avoir un des grands succès dans les usages à l'international, c'est qu'en fait, les usages sont bridés très souvent lorsque ça commence à devenir important. Je me tourne vers vous, Guillaume Quérault. Tout le monde loue Apple, là, on oublie un petit peu les problèmes de sous-traitance chez Apple, les problèmes d'évasion fiscale chez Apple, l'obsolescence programmée chez Apple, ce qu'on impose en termes de connectique chez Apple quand on passe à un nouveau... Il y a plein de sujets là. Alors sur la c'est le modèle de l'entreprise, c'est ce qu'on est en train de dire, ils sont hyper forts, enfin voilà, technologique, marketing. Apple et LNA, ça par exemple. Je donne la parole à Guillaume Quérault, puis je reviens vers toi, Simon.
Non, mais effectivement, l'économie aujourd'hui, elle est totalement mondialisée. Il n'est pas incohérent d'avoir une grande industrie française qui sous-traite la fabrication à l'étranger. C'est pas délirant. Maintenant, ce qui est important, c'est de continuer à pouvoir investir, de continuer à pouvoir innover en France. On l'a dit tout à l'heure. C'était Sébastien qui le disait, on a les meilleurs chercheurs, les meilleurs ingénieurs au monde qui sont en permanence captés par des entreprises étrangères. Donc on a tout pour réussir en France, mais on ne sait pas transformer l'essai et permettre à tous ces talents de pouvoir émerger en France. Ça, c'est vraiment la deuxième partie de notre échange. Ouais. C'est qu'on a un certain nombre de blocages, on a un certain nombre de lobbies avant-gardistes. On vit dans une économie très paradoxale. On est bourré de paradoxes. On a tout pour réussir derrière, mais ça ne se transforme pas. On s'est freiné par un certain nombre de lobbies avant-gardistes et grosso modo, l'innovation, elle se fait, mais elle se fait souvent avec des fonds étrangers, avec des entreprises étrangères, parce que on n'a pas l'écosystème et peut-être aussi la structure sociale en France pour permettre à des entreprises de grandir, de passer à un certain nombre de seuils sans difficulté et de pouvoir éviter toute la bureaucratie et ce millefeuille administratif qui pèse lourd en plus de la fiscalité et en plus du coût du travail en France. Comme vous le disiez, on y reviendra en deuxième partie d'émission sur certains des sujets que vous avez commencé à évoquer, Guillaume Quérault. Je prends ce commentaire qui nous dit « N'oublions pas que des Français ont participé au développement fort d'Apple. Le numéro 3 d'Apple, responsable Europe, était jusqu'à il y a peu un Angevin. Je ne le savais pas. Merci pour ma culture personnelle, cher LOL. » Et puis Goupil qui nous dit « Apple, symbole de la délocalisation, matière grise aux États-Unis, production en Chine. Devons-nous aller vers cela et est-ce cela le succès ?» Il y a Simon Robic qui veut prendre la parole. Je vais d'abord la donner à Sébastien sur cette notion de délocalisation. Je suis sûr que vous avez des choses à nous dire. J'ai toujours des choses à dire. Nous, à la CFTC, on se bat pour que nos parlementaires votent une charte sociale quand on signe un accord commercial avec des pays, notamment que les droits des travailleurs soient respectés, que le travail des enfants n'ait pas lieu, que les droits démocratiques dans certains pays soient respectés. Vous voyez ce qui se passe à Hong Kong actuellement. On a des questions à se poser. Et puis, il y a deux autres points, mais qui sont très importants, notamment sur que les salaires soient décents, que les conditions de travail suivent la route. Le reportage qui était passé sur Canal+ Investigation concernant Apple en Chine était quand même assez révélateur de certaines choses. La direction Apple aux États-Unis avait dit à l'époque, on ne veut pas vous donner une interview. Le problème, c'est que comme vous le dites clairement, à un moment donné, les cerveaux sont en Europe ou aux États-Unis et on fait fabriquer dans d'autres pays étrangers pour moins de recherche. Assemblés en l'occurrence pour la Chine. Ouais. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que à un moment donné, et ça commence à arriver en Europe, l'Allemagne fait la même chose indirectement dans ses abattoirs en faisant venir du Roumain payer 400 € par mois. Donc pour garder des coûts très bas et pouvoir exporter au maximum. Moi, je suis inquiet parce qu'on parle de technologie, mais on parle pas d'être humain. Depuis le début, on parle de technologie, c'est beau, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Mais il y a des gens derrière qui travaillent en Chine, qui ont des conditions de travail difficiles. Moi, j'ai vu le reportage, c'est assez flagrant. Et on est le seul syndicat français avec Force ouvrière à poser la question, franchement, s'il faut continuer à travailler avec la Chine au niveau du commerce, parce que là, ça tue l'industrie française indirectement derrière. On joue pas dans les mêmes cours. Simon, vous souhaitiez ajouter quelque chose là-dessus? Sur la production en Chine, en fait, de plus en plus, Apple relocalise aux États-Unis. Il y a une partie de leur gamme d'ordinateurs. On parle de quoi? On parle de production ou d'assemblage? Pour moi, c'était assemblé en Chine, en fait, mais des composants qui viennent de partout finalement. Il y a alors sur les appareils qu'ils ont annoncé cette semaine, notamment leurs montres, il y a de la production des composants aux États-Unis, de l'assemblage en Chine. Mais il y a une partie de leur gamme de produits qui est désormais 100% produite et assemblée aux États-Unis. C'est vrai pour une partie des ordinateurs, par exemple. Donc en fait, ils commencent à relocaliser la production globale de A à Z, toute la chaîne aux États-Unis. Donc c'est vrai que c'est une façon peut-être de régler les problèmes dont on parle. Et c'est vrai que l'arrivée de Tim Cook, donc depuis le nouveau patron d'Apple lorsque Steve Jobs est décédé, une de ses grandes missions, ça a été aussi il a passé beaucoup de temps en Chine, beaucoup de temps dans les usines chinoises, parce qu'il y avait eu effectivement des problèmes, personne ne peut le nier, des suicides, etc. On en a beaucoup parlé. Et il
il s'y attache quand même, je pense. Probablement pas assez, il y a encore probablement plein de choses à faire, mais c'est quand même un des grands chantiers du nouveau patron d'Apple depuis qu'il est arrivé. Guillaume Quéroux, Simon commençait à parler de la montre connectée d'Apple, un géant américain qui lui continue à se remettre en cause, à évoluer, à se diversifier. Est-ce que l'on pourrait voir ça dans des grands groupes en France, innover comme ça, autrement que via le rachat d'autres boîtes? Oui, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont dans cette dynamique-là. Après, c'est vrai que sur la partie relocalisation, parce que ce dont souffre la France, on le sait tous, c'est de la désertification industrielle. Nos industries sur lesquelles repose une grosse partie de notre économie tertiarisée, c'est-à-dire des entreprises de services, se délocalisent de plus en plus. L'Allemagne a fait l'inverse, a permis effectivement à sa balance commerciale d'être ultra excédentaire. Il faut en tout cas pousser à la relocalisation, on va dire, d'un certain nombre de petites industries. On parle de petites entreprises. Dans l'électronique, ça va quand même être compliqué, je pense, aujourd'hui. Oui, il faut quand même rappeler que 99% des entreprises françaises ont moins de 50 salariés. Donc à un moment donné, on va être obligé de faire un travail, un travail au cas par cas, essayer de permettre à un certain nombre d'entreprises industrielles petites en difficulté de pouvoir relocaliser. On en a la capacité. Maintenant, c'est essentiellement une question, je pense, politique. Il y avait l'impact du CICE qui devrait et qui aurait dû permettre effectivement de lutter contre ce mécanisme. Maintenant, dans la réalité, le CICE, on en est toujours au même point, c'est-à-dire que ça profite à des grandes administrations que je critique pas, mais à un moment donné, il faut permettre aux entreprises qui créent de l'emploi et de la richesse en France d'être compétitives, et notamment à nos industries. Donc ce que vous dites là, tout simplement, c'est qu'il faut que ça fasse partie des priorités de notre gouvernement. Arnaud Montebourg avait un peu insufflé cette dynamique-là à travers un certain nombre d'exemples assez forts. Donc vous, Guillaume Quéroux, vous y croyez encore au Apple français? Moi, j'y crois, mais il faut que ce soit une décision politique de pouvoir relocaliser un certain nombre d'industriels. Et là, je crois qu'il faut qu'avec les partenariats, on est tout à fait sur la même longueur d'onde. Il faut qu'on incite à ça, qu'on incite à mettre le paquet sur ces petites entreprises et non pas sur ces grandes entreprises qui bénéficient de tous les allègements de charges sociales. Parce que la problématique des industriels français et des petites industries, c'est effectivement le coût du travail. Le message est passé. On va terminer ce sujet Apple. On pourrait continuer un petit moment, je crois, avec ce commentaire de Laurent qui nous dit: Orange innove en France, c'est un grand groupe et il lance des produits innovants comme le bloc d'Orange, rétroprojecteur connecté. Donc juste remarque de Laurent, effectivement il y a des grands groupes qui parviennent encore à innover en France. Autant pour moi, je généralisais un petit peu. On va passer tout de suite au deuxième thème des patrons flingueurs, juste après cette petite respiration. Ce deuxième thème qui porte sur les réformes en France. On n'a jamais autant parlé de réformes en France depuis 2 ans, on va dire, depuis le début du quinquennat. On dit que le gouvernement n'avance pas assez vite, mais il semblerait que les partenaires sociaux, je me tourne vers vous, Sébastien Alix, fassent tout effectivement pour que ça n'avance pas très très vite. Patronat et syndicats étaient réunis en début de semaine pour établir un calendrier social jusqu'au début 2015, et puis finalement ils se sont mis d'accord pour que finalement on discute du moins de choses possible. Seules les négociations déjà programmées et celles déjà imposées par le gouvernement, notamment sur les seuils sociaux, vont donc se dérouler. Les autres négociations, elles attendront, en tout cas pour le patronat et le syndicat, y compris celles qui touchent au chômage des jeunes ou au chômage longue durée. Sébastien Alix, je me tourne une nouvelle fois vers vous, le syndicaliste de l'émission. Si ça ne va pas assez vite, c'est aussi de la faute des syndicats, non, c'est salariés et patronaux. C'est le même discours habituel. Bon, moi, je suis un peu iconoclaste et hétérodoxe dans le monde syndical, vous me connaissez. Il y a 2 choses qui m'ont assez surpris cette semaine. C'est de constater 2 choses.
c'est que on a une valse à deux temps, sans faire de jeu de mots. Il l'a fait quand même. Voilà. Et deuxièmement, comment voulez-vous intéresser les salariés français quand vous êtes en négociation nul obligatoire dans votre entreprise ou bien au monde syndical? Le monde syndical patronal est une nébuleuse pour certains et le monde syndical salarié, ils font de la politique. Regardez bien les déclarations de certains depuis le début de la semaine. Je vais sur encore mes amis de la CGT, de Force ouvrière, de la CFDT. Vous êtes en train de botter en touche, là, de me faire de la langue de bois, Sébastien Alix, non, Joseph Touvenel a été très clair. On était venu pour discuter. Le vice-président de la CFDT était venu pour discuter, dire il faut avancer sur le travail pour les jeunes, le chômage des jeunes, la formation, il faut avancer sur le pacte de responsabilité, il faut avancer sur beaucoup de dossiers et rapidement. On l'a dit et renouer le dialogue. Le souci, c'est que vous avez des organisations syndicales qui font de la politique, qui ne s'occupent pas des salariés. Le problème actuellement en France, du monde syndical global, c'est on s'occupe de faire de la politique, de se positionner. Il y a les élections dans la fonction publique le 4 décembre, donc vous comprenez, il faut être bien Donc vu. vous êtes en train de me dire, effectivement, quand je pose la question, est-ce que les partenaires sociaux traînent parfois des pieds, vous me dites oui, parce que certains... font de la peut-être politique. chez vous d'ailleurs, font de la politique. Et quand on le dit clairement qu'il ne faut pas faire de politique et aller de l'avant s'occuper des salariés, tout de suite vous avez des freins, mais alors, qui vous arrivent d'en haut et qui... Non. Je suis désolé. Et le monde patronal est extraordinaire aussi. Dans ce monde-là, c'est pareil. C'est je te tiens par la bêchette et tu me tiens par la barbichette. Guillaume Quéroux, on parle de la lenteur, y compris côté patronal. Sébastien Alix parlait du pacte de responsabilité, les accords de branche. Finalement, on voit que tout le monde traîne des pieds, notamment du côté du patronat. Est-ce qu'effectivement, on a beau dos c'est un peu la facilité de dire que c'est toujours de la faute du gouvernement, que ça n'avance pas très vite? Non, et puis pour aller dans le sens de Sébastien, effectivement, tous les syndicats ne se valent pas. La CFTC qui est quand même engagée, un côté aussi de certains entrepreneurs qui sont historiquement pour un grand nombre d'anciens salariés qui ont créé leur entreprise, qui ont créé des emplois. Moi, je trouve que c'est des dispositifs qu'il faut pouvoir développer. Après, il y a des syndicats qui, eux, actuellement refusent toute négociation, notamment sur les seuils sociaux. Donc tous les syndicats, en plus de ça, ne se valent pas. On a des syndicats, en tout cas, qui ont bien compris qu'on allait tous dans le même sens, celui de la création de richesses et d'emplois, et qu'on ne pourra pas créer d'emplois si on n'investit pas dans les entreprises, d'une part. D'autre part, effectivement, il va falloir que l'on puisse simplifier les règles qui pèsent sur les entreprises et qui sont de véritables repoussoirs à l'embauche. Comment se fait-il aujourd'hui que un certain nombre d'entreprises freinent leur activité à 49 salariés parce qu'elles savent que dès lors qu'elles vont embaucher un 50e salarié va s'appliquer. Mais en l'occurrence, là, ce sujet-là, il est imposé par le gouvernement. Mais il est imposé. Le problème, c'est qu'on est d'accord pour nous faire un moratoire à la CFTC, dire vous embauchez 50, mais on vous maintient avant. Et après, on voit si ça fonctionne ou pas. Le souci, c'est que vous avez des textes législatifs en France. À un moment donné, il faut dépoussiérer. Je suis d'accord. Il faut faire des efforts Voilà. Je vais passer la parole à Simon qui a plein de choses à nous dire. Avec ce commentaire de Pierre qui nous dit Valls va procéder par ordonnance. Ça va montrer aux syndicats qu'on peut avancer sans eux. Allez-y, Simon, vos piaffés d'apation. Moi, je suis d'accord avec ce que Sébastien disait. Effectivement, je pense que beaucoup de syndicats aujourd'hui font de la politique. Et en fait, moi, je crois plus du tout au pouvoir du politique pour résoudre ce genre de problème. En fait, pendant très longtemps, le politique a été le seul à avoir suffisamment de pouvoir pour relever les grands défis. Enfin, on a pu le voir, par exemple, à la Libération. Il y avait beaucoup d'institutions à construire ou à reconstruire, type la sécurité sociale, etc. C'était hyper important de le faire. Ils ont créé à cette époque-là aussi des grandes entreprises publiques qui ont permis d'avoir toutes les infrastructures qui étaient indispensables. Et aujourd'hui, c'est plus le politique. En fait, il suffit de regarder même les 3 derniers présidents de la République qu'on a eu. Beaucoup de promesses pendant les campagnes. Très rapidement, une fois qu'ils sont élus, ils se rendent compte qu'ils vont jamais pouvoir faire tout ça parce qu'ils n'en ont plus la capacité, et donc on trouve des excuses, etc. Et donc aujourd'hui, je pense, et on peut l'observer de façon très précise actuellement, les seuls qui ont
la volonté peut-être même, et 2, surtout la capacité de relever ces grands défis aujourd'hui, pour moi, ce sont les entrepreneurs. Et aujourd'hui, qui est-ce qui... Il faut arrêter ces grands messes là de négociation. C'est ça, en tout cas, ça n'avance pas à grand-chose. Voilà. Moi, c'est tout ce que je peux constater. Et aujourd'hui, les gens qui ont le plus changé l'éducation, c'est une autre thématique. Je pense encore une fois que c'est Apple avec son iPad. Ceux qui changent aujourd'hui le plus l'énergie, c'est Tesla qui produit beaucoup d'énergie pour fabriquer ses voitures et les alimenter de façon gratuite après en énergie du coup renouvelable. Ceux qui aujourd'hui ont le plus grand impact sur la santé, c'est Google qui affirme aujourd'hui que sa mission c'est de tuer la mort par exemple. Donc ça c'est des entrepreneurs et c'est pas aujourd'hui le politique n'a absolument pas, peut-être même pas la volonté, en tout cas la capacité de mener ces grands chantiers là. On a changé d'époque effectivement, comme t'en as le dire Simon Robic, Guillaume Quéroux. Oui, on a changé d'époque. Et qu'on reste sur les mêmes principes qu'auparavant, quoi, aujourd'hui. Non, je pense qu'aujourd'hui on a surtout une situation qu'on a aujourd'hui jamais connue, une situation concernant le chômage qui devient contre laquelle on doit absolument lutter et finalement le politique un poids de l'État, pas grand chose. Moi, ce que je retiens de ce qu'on nous a proposé sur le chômage, c'est encore des emplois aidés dont j'ai oublié le nom parce que c'était le Xème plan. Donc, est-ce que ça a marché ? Non. Enfin, le chômage augmente, c'est une réalité. Il y a aussi une mentalité française. J'ai relu du Jean Lartegui pendant mes congés. J'ai trouvé une phrase extraordinaire. Elle date de 1955. Les Français ne pensent plus qu'à s'enfermer dans leur petit pays, leur petite ville, leur petite maison, et comme des vieillards, ils ne regardent plus le monde qu'à travers leurs fenêtres en écartant un peu les rideaux. Ils veulent leur retraite, toucher des pensions et qu'on les laisse épousseter leur vieille gloire. La France capitule par égoïsme, par paresse, pour qu'elle puisse s'endormir dans une douillet de décadence. C'est ça aussi. Regardez nos hommes politiques. Ils font de la politique comme il y a 30 ans, il y a 50 ans. Moi, hier, j'ai regardé l'émission C'est dans l'air. Il y a un économiste qui a dit « On ne rêve plus en France. Les jeunes ne rêvent plus. Ils s'en vont. » Et on devient un pays de vieux. De petite routine, voilà. On est un pays de vieux. Là, il n'y a pas eu de grande manif. Depuis qu'Hollande est arrivé, il n'y a pas de grande manif. Les gens n'ont plus envie de se révolter. Et à un moment donné, il n'y a plus de rêve, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. À la fin de la guerre, on a reconstruit la Sécu, on a reconstruit des institutions. Et on finit par ronronner. Et là, on ronronne. On ronronne durement. On ronronne, mais il nous reste plus que 3 minutes. Et bien, il va falloir conclure. À la conclusion de cette émission, c'est désormais un classique. Ce sont les coups de cœur et les coups de gueule de nos invités. Et je vais donner la parole à Guillaume Quéroux, qui ne l'a pas eu depuis un petit moment. Guillaume Quéroux, qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Non, mon coup de cœur, c'est ces patrons qui partent en stage commando au SNEC à Montlouis. J'ai trouvé ça assez intéressant, des entrepreneurs qui, dans le cadre d'un parcours défense, vont aider des militaires à leur reconversion et à leur évolution dans le monde de l'entreprise pour peut-être créer les emplois de demain. Donc je trouve que c'est formidable, cette volonté de certains entrepreneurs d'aller vers un certain nombre de militaires et de leur permettre à leur tour de créer de la richesse en France, de créer de l'emploi, parce qu'ils en ont les capacités et les compétences. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment super comme dynamique. Et qui est en plus impulsé par le patronat, donc je trouvais que c'était vraiment intéressant. C'était le coup de cœur. Sébastien Alix, coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur littéraire comme d'habitude, parce qu'on va pas. Vous avez beaucoup lu pendant vos vacances, si j'ai bien compris. Oui, j'ai encore lu du Philippe Kerr, et puis là un coup de cœur pour le commissaire Montalbano, de Camilleri, écrivain italien extraordinaire qui vous montre la Sicile autrement avec la série qui passe le dimanche sur la France 3, et coup de gueule aussi. Mais vraiment un véritable coup de gueule contre la lâcheté de certains hommes politiques qui se font prendre la main dans un pot de confiture et qui restent à leur place. Les initiales TT ? Ah non, je ne cite pas de nom. Très bien. Simon ? Moi je vais le citer parce que c'était mon coup de gueule aussi, mais pas sur ce sujet-là. C'est qu'en fait il avait travaillé sur le sujet des taxis versus VTC. Ouais. Et en fait tout simplement on vient d'enterrer les VTC en France. Donc c'est grâce à lui encore une fois. Donc on va le féliciter pour ce coup de gueule. Finalement, la vieille France qui a pris le pouvoir, ce qu'on disait juste à l'instant, et on a enterré les VTC. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, Guillaume Quéroux, président du Club des entrepreneurs et dirigeant de la société Didaxis. Merci à Simon Robic, dirigeant de Bringer, société spécialiste de l'analyse des réseaux sociaux. Et merci à vous, Sébastien Alix, le président de la CFTC de Loire-Atlantique. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous appréciez cet exercice, eh bien, faites-le
savoir autour de vous. Sachez que vous pouvez également réécouter cette émission. Ça se passe en podcast sur le www.laradiodesentreprise.com, mais également via les applications RDE. Elles sont évidemment aussi disponibles sur iPhone et sur Android. On a parlé d'iPhone, on termine avec ça aussi. Passez une excellente semaine, à bientôt.